Bien. Alors, la paracha de cette semaine, il y en a deux. Hein, c'est la paracha Troukat Balak. Et en même temps, on va le relier avec Yudbet et Yud Gimel Tammuz. Voilà. Donc, juste pour vous dire que à la base, j'ai préparé cette sikha en yiddish. Donc, il risque de me manquer quelques mots en hébreu. Je vais faire au mieux. On y va. Alors, Kfar Uskar Kama Vekama Peamim Marashala. Alors, vous vous rappelez, dans les sirotes, il y a la fameuse explication du Shala qui explique qu'il y a toujours un lien entre une date et la paracha dans lequel cette date tombe. Shekol Moadei Hashana, Afilu Moadei de Rabbanan, Yesh Lahem Kesher le parashiot HaTorah, Shebahen Hem Chalim, que toutes les dates, les fêtes de l'année, même les fêtes des Chachamim, eh bien, elles ont un lien avec la paracha dans laquelle elles tombent. Umize Mouvan Sheyesh Kesher Ben Chag HaGeula, Yudbet Yud Gimel Tammuz, שבו יצא כבוד קדושת מורי וחמי אדמו לחופשי ממאסרו וגלותו באופן מוחלט, לתוכן פרשיות חוקת בלק. Il y a donc un lien entre la libération de prison définitive, finale du rabbi précédent et les parachiotes de cette semaine qui sont Choukat Balak. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il va y avoir trois liens qui vont être établis. Le premier lien, ça va être le lien entre Yudbet, Yud Gimel Tammuz et la paracha Troukat. Le deuxième lien, ça va être le lien entre Yudbet, Yud Gimel Tammuz et la paracha Balak. Et le troisième lien qui va être établi, ça va être le lien entre Yudbet, Yud Gimel Tammuz et Choukat Balak réunis. Parce que, lorsqu'il y a deux parachiotes qui sont lus un même Shabbat, le fait que la Torah, elle est décidée de relier Choukat et Balak, c'est pas Shlach et Korach. C'est pas, par exemple, Korach et Choukat, mais c'est Choukat et Balak. Donc, si c'est Choukat et Balak qui sont lus ensemble, ça devient une paracha à part entière. Il ne va pas y avoir 14 montées à la Torah, mais il va en avoir combien? Elles vont fusionner, donc il va y avoir 7 montées pour Choukat Balak. Il ne va pas y avoir 2 haftarot, une pour Choukat, une pour Balak, mais il va y avoir une seule haftara. Ou même là, Mouvan, chez Nosaf, le Tochen Aprati, chez le Kol Parasha Bifnei Asma, à part la particularité de chaque paracha en soi, Yesh no Tochen Meshutaf, le Bet Parashiot, il y a on va dire, un thème qui est propre à la fusion des deux parachiotes. Chez Mechamato Beyecholtan et Hitraber, le paracha Achat, et c'est ce qui a permis que ces deux parachiotes puissent être lus ensemble. Ça veut dire que c'est pas Sam, deux parachiotes qui ont été lus ensemble, mais c'est que Choukat en soi a un thème. Balak en soi a un thème. Et quand Choukat et Balak sont lus ensemble, il y a un thème commun, Choukat Balak. Et on va faire le lien, Shaychut de Chag HaGeula, Yudbet Yud Gimel Tammuz, de Choukat Balak. On va relier Yudbet Yud Gimel Tammuz avec Choukat Balak, Gam Betochanan Ameshutaf, avec leur point commun. Que Moudgash Tekviyut Shanazo, à savoir que cette année-là, et donc l'année où cette sikha est sortie, c'est exactement la même Kviyut que cette année, que Yudbet Tammuz tombe Shabbat Parashat Choukat Balak. Donc, la sikha, elle va être expliquée en 3 temps. Numéro 1, le lien avec Choukat. Numéro 2, le lien avec Balak. Et numéro 3, le lien avec Choukat Balak. D'accord? Bien. Donc, dans un premier temps, le rabbi va expliquer qu'est-ce que veut dire Choukat. Alors, Choukat, eh bien, c'est comme le nom l'indique, c'est Chok. Et Chok veut dire un ordre qu'on ne comprend pas. OK? Donc, on est Hot Bet, la deuxième colonne, et on dit Shema Shel Parasha Rishona ou Choukat. La première paracha s'appelle Choukat. Atochen Apashut Shel Choukaru, Tivui Shel Meshum Ta'am. Quand on parle de Chok, c'est une loi qu'on ne comprend pas. Anu Mekaimim Otorak, Mipne Shechukach Hakaktik, Zera Gazarti, Shezehu Raton Hashem. Quelle est la raison pourquoi on fait un Chok? Pourquoi tu manges kasher?
Parce que Dieu l'a dit. Et pourquoi est-ce que tu fais la brit mila? Parce que Dieu l'a dit. Et il y a comme ça des rukim, il y a comme ça des lois qu'on accomplit. On n'essaye pas de comprendre le pourquoi du comment. Il y a des lois qui sont des rukim, il y a des lois qui sont des lois irrationnelles. Toutes les lois de Touma et Tahara, toutes les lois de pureté et impureté, eh bien, ce sont des lois qui n'ont peut-être pas une explication. C'est un chok, c'est comme ça que c'était la volonté de Dieu. Alors, il y a des lois qui sont logiques. Donc, lorsque ça rentre dans la logique, comme par exemple, tu vois une personne âgée, tu te lèves pour elle. Ah, waouh, c'est extraordinaire, tu as respecté une personne âgée. Certes, j'ai fait une mitzvah, mais c'est logique, c'est évident. Quelque part, on n'a même pas besoin de me dire qu'il faut que je me lève pour une personne âgée. Respecter les parents, c'est logique, c'est évident. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, c'est évident. Bien que pour certains, pas toujours, c'est évident. Mais, rock, c'est pas logique. C'est parce que Dieu me dit qu'il faut faire comme ça que je fais comme ça. L'avodat à Adam, c'est quoi Chouka? Dans l'avodat Hashem, dans le service de Dieu, l'attitude de Chok, c'est une attitude qui nous rappelle la notion de Mesirut Nefesh. Chok, c'est avoda de Mesirut Nefesh. C'est une avoda, Shehi le Ma'ala Mita'am Veda'at. C'est une avoda, pourquoi tu ne prends pas une séra? Oui, ouais. C'est une avoda qui est au-delà de la logique. Mesirut Nefesh, c'est je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Lorsqu'on dit à une personne, est-ce que tu peux rajouter ce détail? Et que ce détail, il va parfaire ma personnalité. Ce détail, il va m'emmener à un degré supérieur. Ce détail, il va me rendre une meilleure personne. À ce moment-là, est-ce que je suis prêt? Bien sûr, je suis prêt. Très souvent, on dit, si tu fais cette mitzvah, ça va donner un sens à ta vie. Quand on sent que la vie, elle est un peu bancale, et on voit qu'une mitzvah, elle va me rendre une meilleure personne, je fonce, je le fais. Mais quelle logique me dirait, fais quelque chose qui t'emmène de l'autre côté de la vie? Quelle logique? Quelle logique me dirait, que la personne, elle va se lancer dans un projet qui risque de l'emmener hors d'un sens de la vie ou hors de la vie bichlal, entre guillemets, qui la met en danger? Quelle logique me mettrait dans cette situation? Aucune. Ou basé me voir bechassidut ata'am lechach shelo ne'emar inyan mesirut nefesh meforash betorah shebirtav. Et c'est intéressant parce que dans la Torah shebirtav, on n'a pas une mitzvah qui est la mitzvah de mesirut nefesh. Parce que mesirut nefesh, c'est une façon de servir Dieu qui est au-delà de la logique. Les fiches et inyan la Torah shebirtav ou brinat chorma, parce que toute la notion de la Torah, c'est la chorma, c'est une certaine logique, c'est une certaine intelligence. Ve'ilou mesirut nefesh, il est malin, mais chormat veta'am veda'at. Mesirut nefesh, c'est une attitude qui est au-delà de la logique. Il n'y a pas de logique. Et d'ailleurs, le Rabbi va ramener énormément d'exemples dans cette sira, puisqu'il va le relier à Yudbet Tammuz, donc il va le relier à un homme dont la vie était Mesirut nefesh, et il va nous montrer des exemples noir sur blanc, où le Rabbi précédent il s'est mis dans des situations illogiques. D'ailleurs, Ve'ua Kesher de Torel Chaga Geoula, Yudbet Gimel Tammuz, le Parashat Rukat. Avant de rentrer dans n'importe quel détail de la sira, le Rabbi, il dit que c'est le lien de Yudbet Tammuz avec Rukat. Que quoi? Avodat va'ala geoula ve'hasimcha be'harbatat haTorah be'medina ehi, shemechamata isruhu, que toute la avoda du Baal à Geoula, donc du Rabbi précédent, qui était la raison pour laquelle il a été emprisonné, c'était une avoda de Chouka. Mesirut nefesh et les malam mita'am veda'at, il a donné sa vie pour des choses qui étaient absolument illogiques. Ou Ahmad Levado, Keneged Gzerot Memshala, Takifav Arisa, il s'est positionné contre les autorités de façon ferme, de façon forte.
והוא במדינה שלפי המצב בזמן ההיא היה כמעט בלתי אפשרי לצאת מגבולותיה. Et quand il s'est engagé dans ce combat, on était en quelle année? 1920. On pouvait difficilement sortir de Russie. C'était pas entièrement fermé, mais on pouvait difficilement sortir de Russie. Et il n'a pas vu que les possibilités étaient très fines et que c'était dangereux, etc. Il n'a pas du tout calculé les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Il n'a pas du tout calculé les empêchements, les dangers qu'il risquait de rencontrer. Il a tout fait pour dévoiler le judaïsme et développer le judaïsme de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire qu'il a risqué sa vie, tout simplement. Et ça, c'est exactement le Toren, c'est exactement le point fort de Chouka. Le point fort de Chouka, c'est que Chok, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et Messirut Nefesh, c'est lorsque je rentre dans une situation qui est illogique. Illogique, c'est les gens qui nous disent « Mais comment tu fais? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Tu savais qu'il y avait de minces chances que tu réussisses. Pourquoi tu ne te lances pas dans des projets où il y a plus de chances que ça marche? » Et finalement, on se retrouve dans des situations aussi « Mais pourquoi on a fait ça? » Effectivement, ce n'est pas logique. Et finalement, on saute dans ces situations sans réfléchir. Ça, c'est Chok. Et ça, c'est Yud Bet Tammuz. Donc déjà, dans un premier temps, le Rabbi, il fait le lien entre Yud Bet Tammuz et Chok. Maintenant, vous savez très bien que dans la Torah, il y a beaucoup de mitzvot qui sont des chokim. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont illogiques. Il y a beaucoup de mitzvot qui ne sont accomplis par le peuple juif que parce que Hachem nous l'a demandé. Honnêtement. 36 degrés en collant. Oui, la logique. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et concrètement, on se dit, dans Chukim, dans ces fameuses lois irrationnelles, eh bien, il y en a qu'on va appeler Chukim et il y en a qu'on va appeler, Chukat HaTorah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre Chukat HaTorah et Chukim tout seul. D'accord? Et donc, le Rabbi va expliquer. Shem HaParasha Alpi Minhaj Israël hu lo Chukat HaTorah et la Chukat. C'est quoi la paracha de cette semaine? C'est Chukat. Tu l'appelles pas Chukat HaTorah, tu l'appelles Chukat. D'accord? Vous allez me dire c'est quoi la différence? Le Rabbi, maintenant, dans ce hot, il va distinguer deux niveaux de chok. Il y a deux niveaux de loi irrationnelle. OK? OK. Alors, je vais chez le médecin. Il me donne une ordonnance. On appelle ça le Shulchan Aruch. Une liste. Prends ce médicament. Ça vous arrive de rentrer à la maison et de vous dire pourquoi il a donné tout ça? Je ne sais pas si je vais prendre ça. Ça m'embête de prendre ça. J'ai rien envie de prendre. Je veux tout prendre. On réfléchit. Et il y en a qui ne réfléchissent pas. Dis-moi, tu prends tous ces médicaments? Le médecin, il m'a dit. Tu l'as demandé pourquoi? Il m'a dit. Tu le prends juste parce qu'il t'a dit? Juste parce qu'il m'a dit. C'est quoi votre arrière-pensée quand vous dites ça? J'ai pas fait les 12 ans d'études. Moi, j'y comprends rien. Lui, il les a fait. Il a certainement une raison pourquoi il m'a donné tout ça. Je lui fais entièrement confiance. Et donc, je prends ce qu'il me demande de prendre. C'est ça? Très bien. Ça, c'est un niveau de chok. Pourquoi tu prends? Je ne sais pas. Je le prends parce que le médecin m'a dit, mais je lui fais confiance. C'est un niveau. Et après, c'est quoi le deuxième niveau de chok? C'est que c'est pas logique. Et parfois, c'est contre la logique.
parfois on me dit, mais tu sais, prendre ce médicament, c'est dangereux. Ah ouais. C'est contre la logique. Et malgré ça, je le prends quand même. Et ça, c'est un niveau de soumission au roc plus élevé. D'accord? Et c'est ça que le rabbi va expliquer ici. Il y a des tirotes ici, les filles. Bonsoir. Alors, il dit, c'est ma paracha. Donc, comme on nous dit, la paracha, elle s'appelle Rukat, et pas Rukat à Torah. Et il explique les deux nuances en roc. Il y a à Rukat de Para Adouma, Sheba ou Seket à paracha, Nivdelet Gam Nishear Achukim, Biyota, Yotet Legamre Nigeder Sechet Behasaga. Lorsqu'on parle de roc en rapport avec le thème de notre paracha qui est la vache rousse, c'est un niveau de roc qui sort entièrement de la logique. À tel point que Shlomo Ameler, qui était à Chacham Mikol Adam, qui était l'homme le plus intelligent, Amar, il a dit, Al-Kolele Amadeti, ou Paracha Shet Para Adouma Amarti Achakma, Vehi Rochoka Mimeni. Il a compris tout ce que nous, on n'a pas compris. Para Adouma, la vache rousse, il a essayé de comprendre, et même ça, il n'a pas compris. Ça veut dire que si je mettais dans un sac toutes les lois irrationnelles, il y en a une qui dénote. Et il y en a une qui sort du lot, et c'est la vache rousse. Vezeu gam biur lashon hapasuk, zot chukat haTorah. היינו שמצד פרה אדומה היא החוקה היחידה של כל התורה, מפני שהיא חוקה גם ביחס לשאר חוקים. Quand on dit c'est la chouka de la Torah, ça veut dire que c'est la chouka, c'est la loi irrationnelle qui sort du lot de toutes les lois irrationnelles et qui se distingue par rapport à toutes les lois irrationnelles. Vehi amitati nyana chouka shelemala legamre migeder asechel. C'est la loi irrationnelle qui ne peut être expliquée par l'être humain. Et donc, et c'est la raison pour laquelle cette paracha s'appelle Chuka et pas Chukat HaTorah. Aregam sechel ha'adam maskim she'al ha'adam lekayem chukim she'eno mevinam. Lo lismoch al tichlo bilvad. Effectivement, vous allez me dire, mais une loi irrationnelle, c'est une loi irrationnelle. Une loi irrationnelle, c'est une loi que je ne comprends pas. Pourquoi je dois séparer le lait et la viande? Pourquoi je dois attendre tout ce temps? Pourquoi est-ce que on a cette chose-là et on est dans un état d'impureté? On a cette chose-là, on rentre dans un état de pureté. Toutes ces notions-là, elles sont irrationnelles. Je dirais jamais à quelqu'un, c'est logique. Pourquoi tu ne mélanges pas le lait et la viande? C'est logique. Non, c'est pas logique. Je les mélange pas parce que Dieu il m'a demandé de ne pas les mélanger. Mais c'est pas logique. Parce que Dieu, il m'a demandé. Mais dans mon sechel, mon intellect, il est masquime. Mon intellect, il adhère au fait qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques et il y a des choses que je fais parce que Dieu, il sait ce qu'il fait et lui, il sait pourquoi. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme le petit enfant qui veut manger ce gâteau, qui veut manger ce chocolat et sa mère lui dit non. Tu veux pas? Maman, elle a dit non. Pourquoi? Je sais pas. Elle a dit non. Mais l'enfant, il sait dans son inconscient que si maman dit, c'est qu'il doit y avoir une raison. L'enfant, il ne la connaît pas, mais il s'imagine que sa mère connaît la raison. Et c'est certainement pour ça qu'il adhère facilement. Donc, il y a une notion de j'adhère même si je ne comprends pas. J'adhère à l'ordonnance du médecin même si j'y comprends rien. Quand même fou tout ce qu'on prend comme médicament sans comprendre pourquoi on les prend. Mais on fait confiance au médecin qui comprend. D'accord? Bon, mais quand le médecin il me donne ses médicaments et que les médicaments ils guérissent, même si j'y comprends pas ou j'y comprends rien, je comprends que c'est pour mon bien. Maintenant, imaginez le médicament qui va à l'encontre. Je continue à le prendre?
Donc, ça demande quand même un effort de notre part. On hésite quand on voit tous les effets secondaires et quand on voit que ça marche pas. On se dit, on comprend, on continue pas. Et le médecin dit continue. Ça nécessite de notre part une force d'abnégation illogique plus forte que si ça marchait. N'est-ce pas? Donc, ici, היינו שאומנם אין האדם תופס בשכלו את העמם, אבל משיגו שיש להם טעם על פי חוכמה ושכל הנעלים ביותר משכלו הוא. Ça veut dire que même si la personne ne comprend pas le concept, il ne comprend pas la raison, il comprend, oui, qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui comprend le concept et qui comprend la raison. Et donc, je fais confiance à cet intellect supérieur. Moi, je ne comprends pas, mais je me dis qu'il y a quelqu'un qui comprend. Hachem, il connaît la raison. Je fais confiance et j'avance et je fais tes choukim. Machenken para aduma. Par contre, pour para aduma, hibedarga chouka she'en la kol achiza b'sechel. Para aduma, c'est un niveau de chok qui est au-delà de l'intellect, mais pas seulement au-delà de l'intellect. Et la hihefer hasechel, c'est absolument contre la logique. Et là, lorsqu'on touche un chok qui est contre la logique, les malas, les gamré afilou, mebrinat chokma besechel la Torah, le chukazo mekayem adam rak mishtor noua shel bitul le raton hacham ibarer. Quand une personne, elle le fait, on lui dit pourquoi tu le fais, et la réponse va être parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Point. C'est absolument illogique. Mais c'est plus que illogique, c'est contre la logique. Et quand on parle du concept de contre la logique, on se dit mais la personne ne va jamais le faire. Et finalement, ça montre son attachement le plus fort avec Akadosh Baruch Hu, où j'essaye même pas de comprendre s'il y a une logique. Ça n'a pas l'air d'être logique, ça a l'air d'être contre la logique et malgré cela, je fonce pour le faire. Et ça, c'est le deuxième niveau de chok. S'il y a deux niveaux de chok, et que chok dans mon service de Dieu, ça symbolise quoi? Messirut Nefesh. Eh bien, je comprends qu'il y a deux niveaux de Messirut Nefesh. Et là, on va essayer de comprendre c'est quoi les deux niveaux de Messirut Nefesh. Des shluchim qui partent en shlichut. Messirut Nefesh. Ils vont dans des pays lointains. Ils vont dans des pays peut-être arides. Ils vont dans des pays où il n'y a pas de logique. Et ils vont quand même. Dans la notion de Messirut Nefesh, de donner sans comprendre, sans logique, etc., il y a à nouveau deux niveaux. Et là, on va expliquer c'est quoi les deux niveaux de Messirut Nefesh et quel était le niveau du rabbi précédent. Alors, הדרך זה ישנם בית אופנים במסירות נפש, ישנה בחינה במסירות נפש הבאה מתוך חשבון, il y a le Messirut Nefesh qui a un certain calcul derrière. Il n'y a pas de logique, mais un calcul derrière. Je vais m'asseoir, je vais réfléchir, je mesure. Est-ce qu'il y a un terrain pour prendre en compte cette shlichut? Est-ce qu'il n'y a pas de terrain pour prendre en compte cette shlichut? Je m'assois avec des personnes, je m'assois avec un mashpia, je m'assois avec un rav, je réfléchis, j'évalue, je pèse, je vois les pour, je vois les contre. Je vais à le Messirut Nefesh, mais avec un quoi derrière? Avec une réflexion derrière, avec un calcul derrière. Et il y a celui qui fonce à Messirut Nefesh, sans calcul derrière, sans réfléchir derrière, juste il fonce. Et parfois on lui dit, mais c'est contre la logique. Et il fonce quand même. Et le rabbi va donner des exemples dans le concret. Alors, yesh mabrinat be Messirut Nefesh abba mitoch cheshbon. Il y a Messirut Nefesh qui est conditionné quand même par un certain calcul. Omnam cheshbon de Kedusha, certes, c'est un calcul de Kedusha. Arsof kol sof de cheshbon, mais c'est quand même un calcul. Dehainu shekodem shemoser adam benafsho, avant de sacrifier sa vie pour ça. Mais ayen trila be Shulchan Aruch, il regarde bien dans le Shulchan Aruch. Il me chouyavu be Messirut Nefesh al pi Torah. Est-ce que la Torah lui impose de faire Messirut Nefesh dans ces circonstances-là ou pas? Vezeu chukat haTorah. Zeu inyan hachuka va Messirut Nefesh kefi shehu al pi tzibui umedidat haTorah. Ça, c'est la première catégorie de chok. C'est la catégorie de chok qui est combinée avec chukat haTorah. Ça veut dire que la personne, elle ne fonce pas,
elle ne saute pas dans la situation, elle s'assoit, elle évalue, elle étudie le cas, elle regarde, est-ce que dans ce cas-là, on fait Messirut Nefesh ou pas? Est-ce que la Torah, elle prend ça en compte, elle prend pas ça en compte? Donc, elle regarde par rapport à Sechel Dikdusha, Velachen Yesh Bo Medida Vehazbala Mesuyemet, et les rabbanim lui disent, dans ce cas, Messirut Nefesh, dans ce cas-là, on fonce pas. Dans ce cas-là, on reste là. Dans ce cas-là, on fait ci. Dans ce cas-là, on fait ça. Donc, c'est Messirut Nefesh, mais comment? Avec un calcul. Maintenant, il y a un deuxième Messirut Nefesh. Au fait, Hacheni de Messirut Nefesh, chez Un Adam Ose de Shat Maase Shum Cheshbonot. La personne, elle fait zéro calcul. Le Dargazo de Messirut Nefesh Nikret Beshem Chouka Sam. Et ça, c'est ce qu'on appelle Chouka Sam. C'est pas Chouka Torah, où il y a des mesures de la Torah qui s'associent à ce chok, mais c'est Chouka qui est plus haut que Chouka Torah. Mishum Shesharsha Be'etzem Anefesh d'Israël, d'où la source, elle vient de cette essence de l'âme juive, Shehu Chazal. Shehu Besharsho le Ma'alam et la Torah, à savoir que le juif, il est venu avant la Torah, que Ma'ama Chazal Marshavatan chez l'Israël Kadma le Chol Davar, que Dieu, il a conçu la notion du peuple juif avant même celle de la Torah, ou Mitzad HaKesher HaAtmi ben Israël HaKadosh Baruch Hu chez les Malam et la Torah, et cette connexion entre Dieu et le peuple juif qui est au-delà de la Torah, eh bien de là émane ce Messirut Nefesh, de faire la volonté de Dieu sans réfléchir. Je fonds. Maintenant, ça, il n'a pas réfléchi qu'il allait foncer sans réfléchir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un fonceur. C'est juste quelqu'un qui est tellement attaché à Hachem qu'il ne réfléchit pas. Et d'ailleurs, le Rabbi, il va rapporter des exemples et il va nous ramener dans des situations qu'on connaît, dans des histoires qu'on connaît, et on va pouvoir bien expliquer la différence entre Chouka qui dépend de Torah, donc limité quand même quelque part, et Chouka qui ne dépend pas de Torah, Chouka Sam. Alors, offense de Messirut Nefesh, Ayat et celle, cette notion de Messirut Nefesh, effectivement, on l'a vu, c'est le Rabbi précédent. Donc, le Rabbi précédent, eh bien, il était à ce deuxième niveau de Messirut Nefesh. Avodat Arbatzat HaTorah ve'hayadut de Baal ha'Gaoula ve'asimcha ispashta alpene trumim shonim rechavim. Le Rabbi précédent, il a dévoilé la chassidoute et il a propagé le judaïsme dans différentes circonstances. On ne peut pas dire qu'il avait juste une filière, mais il a fait ce travail dans plein de différentes situations. Numéro 1, on connaît l'histoire. S'il savait que dans un petit village, il n'y avait pas de Rav, il n'y avait pas de Shochet, il envoyait là-bas un Rav, il envoyait là-bas un Shochet. Il savait que dans un petit village, il n'y avait pas de mikvé, il envoyait son chassid qui était mandaté pour creuser un mikvé là où il en fallait. Dès que les autorités russes, ils bouchaient le mikvé parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait un mikvé qui avait été construit, eh bien, il envoyait quelqu'un pour refaire un nouveau mikvé. Et comme ça, il allait il envoyait de village en village des chassidim qui s'occupaient d'être rabbanim s'il fallait être rav, d'être shochet s'il fallait être shochet, de créer un mikvé s'il fallait créer un mikvé, d'ouvrir une yeshiva. Talmud Torah les Tinokot Shel Bet Rabban, un cheder pour les enfants. Et là où il y avait un besoin, le rabbi précédent, il allait derrière et il subvenait aux besoins. Et c'est pas toujours évident. Rien que là, on en poste un message qui peut emmener un repas à une personne hospitalisée. Combien de jours ce message il tourne, le temps qu'on mette en place, le temps qu'on organise? C'est une forme de Messirut Nefesh. Je vais me dépasser pour le faire. Je réfléchis. Est-ce que je me dépasse? Est-ce que je me dépasse pas? Est-ce que j'ai le créneau horaire qui me permet? Est-ce que j'ai pas le créneau horaire qui me permet? Ce jour-là, je peux, ce jour-là, je peux pas. Concrètement, je l'ai fait. Mais avec combien de calculs derrière? Ok, tu t'es dépassé. Ok, tu as fait Messirut Nefesh. Tu as calculé.
Ou bien tu reçois un message, tu es réellement sur 10 projets en même temps, tu sors de tes projets, tu vas en cuisine, tu fais un plat, tu l'emmènes. C'est Messirut Nefesh, sans réfléchir, sans calculer. Ça m'arrange pas, ça me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est notre quotidien. Et c'est pas évident. Déjà, Messirut Nefesh au niveau 1, c'est pas évident. Alors au niveau 2, c'est encore moins évident. Avec Ikar, Zerat HaMemshala, שהייתה הסיבה העיקרית למעשרו, לא היה כל כך בגלל עבודתו בהרבצת התורה וחיזוק היהדות בקרב אנשים גדולים ושנים או זקנים. אבל בעיקר בגלל התמסכותו לחינוך תינוקות של בית רבן. Ok. Le gouvernement court après le rabbi précédent. Ce que le gouvernement lui reproche était moins ciblé activité adulte. Qu'il envoie un rave, ça les préoccupait moins. Qu'il envoie un shochet, ça les préoccupait moins. Qu'il envoie quelqu'un pour creuser un mikvé, ça les préoccupait moins. Ce qui dérangeait les autorités, c'était quoi? C'était qu'ils s'occupent des petits-enfants. Qu'ils trouvent un enseignant pour s'occuper des petits-enfants. Ça les préoccupait. Alors maintenant, le rabbi précédent aurait pu évaluer le pour et le contre. Et il aurait pu réfléchir et dire, ok, alors, combien d'enfants y a-t-il par rapport au groupe adulte? Quel est le risque si je m'occupe des enfants par rapport à bénéfice que je vais avoir si je m'occupe des adultes? Est-ce que peut-être que pour l'instant je mets de côté parenthèse enfants, je m'occupe des adultes? Peut-être que si je m'investis pour les enfants, je risque de courir un risque tellement important que tous mes projets adultes vont tomber à l'eau. Vous vous imaginez, oui, mais vous vous imaginez, il y a des calculs. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui rentre dans une communauté, qui veut s'investir dans tous ses projets, et on risque de lui mettre le bâton dans les roues pour les enfants en lui disant pas de sécurité, pas de ci, pas de ça. Ok? Donc il se dit, je fonce. Si tu fonces pour un projet qui est peut-être dangereux, eh bien, ça risque de te bloquer tous tes autres projets. Alors tu te dis, peut-être ça ne vaut pas la peine de m'engager dans ce 1% de réussite pour les 99% de réussite que je risque d'avoir de par ailleurs. Et le rabbi précédent, il n'a pas réfléchi. Il faut faire, je fais. Point. Et ça, c'est ce qu'il explique ici. Mibli habet alkol asakanot, sans regarder tous les dangers. Hitil, chvadushat mori bechami admor atmo dafka le sugavodazo belahat ou behit lahavut v'yetera ou behekef gadol beyoter. Le rabbi précédent, il s'est investi dans l'éducation des enfants avec une flamme au plus fort. Et alors on a une question. Ok, c'est vrai que la mission était de propager le judaïsme au maximum. Mais pourquoi tu fonces dans un projet qui a 1% de réussite? Laisse-le ce projet. Investis-toi dans des choses qui risquent de réussir mieux. Une personne qui veut se lancer dans le business, on lui dit cette piste-là, 99% de réussite, cette piste-là, 1% de réussite. Je vais me fatiguer pour le 1% de réussite, alors que je sais que l'autre piste, il m'emmène 99% de réussite. Mais la logique aurait voulu qu'ils s'investissent dans des choses où il y a une certitude de réussite. Mais là, il est en train de s'investir dans quelque chose qui, 1, lui fait courir un danger, 2, met en danger le 99% de réussite. C'est quand même illogique l'histoire. Mais c'est pas seulement illogique. C'est contre la logique. C'est pas que je comprends pas, mais c'est contre la logique. Je mets en danger l'étude des adultes qui sont obligés de faire Torah et Mitzvot à cause
d'un projet enfant qui n'a aucune obligation. L'enfant, c'est un enfant. L'enfant, il n'est pas Ben Chiyuva. L'enfant, il n'a pas encore Bar Mitzvah. Il n'a aucune obligation. Alors, on laisse de côté les projets enfants pour l'instant. Surtout que ça va te mettre en danger. Surtout que ça va mettre en péril tous les autres projets. Et puis, quand tu pourras t'occuper des enfants, tu t'occuperas des enfants. Et là, on revient à notre histoire de Chouka, c'est que le rabbi précédent, son Mesirut Nefesh était à l'image de Chok. Chok, ça veut dire je fais sans réfléchir. Je fais sans calculer. Chez vous, Nasi Israël, en étant le Nasi, il savait quelle était sa mission. Chez Allah, Rayut, le Kiyum, Klal Israël, il savait que sa mission, c'était quoi? C'était de maintenir le peuple juif en existence. Et donc, Hataloui Belimud Torah, Chet Inokot Chet Bet Rabban. Mais pour maintenir le peuple juif en existence, il faut qu'il y ait quoi? Rappelez-vous de Myriam Hanevia. Si elle ne s'était pas battue pour que ses parents restent mariés, toute une génération d'enfants ne serait pas née, on n'aurait pas eu la Géoula. Il n'y aurait pas eu d'enfants, il n'y aurait pas eu de génération. Le peuple juif se serait arrêté. Parce que si les parents n'avaient pas donné naissance à des enfants, ils seraient décédés sans donner naissance à des enfants. Où aurait été le peuple juif aujourd'hui? Il n'y aurait pas eu de peuple juif. Elle a foncé. Et elle a foncé sans réfléchir. Et elle a foncé sans calculer. Elle a dit, il faut qu'il y ait, et il y a eu. Mesirut Nefesh. Mais c'était un Mesirut Nefesh, le Lo Cheshbonot. Que Ma'amar Hazal, Imen Gdayimen Kashim, s'il n'y a pas de petits chevreaux, il n'y a pas de bouc. Alken Hishkiya Atmo Mitor Mesirut Nefesh Atsuma. Et c'est pour ça qu'il s'est investi avec le Mesirut Nefesh, Livnot, Leharsik, Talmud et Torah, Leyeladim, Rakim Beshanim. D'établir des Talmud Torah pour les enfants, des petits-enfants, à savoir tout ce que ça a engendré. Ça a engendré le danger des familles, ça a engendré le danger des enfants, ça a engendré le psychisme de l'enfant traumatisé, de les mettre dans des cases sous surveillance toute la journée, la mère qui restait à la fenêtre toute la journée, comme ça s'il y avait quelqu'un qui passait, elle leur faisait un signe en bas aux enfants qui étaient en souterrain, de ranger leurs livres, de se cacher au cas où il y a quelqu'un qui rentre. Les enfants qui sont sortis de Russie, ce sont des enfants qui ont été marqués par ça. Mais c'est un Mesirut Nefesh qui a eu son prix, dans le sens que, grâce à ces Gdaïm, grâce à ces petits bouts de chou qui ont étudié la Torah, eh bien, ils se sont mariés dans la Torah et dans les mitzvot, et ils ont eu des enfants et des petits-enfants. Et là, on est déjà, grâce à Dieu, aux générations des arrière-petits-enfants. Veisha la Shoel. Alors la personne elle risque de se poser la question, quand on regarde la démarche du rabbi précédent, on se dit que c'est une démarche qui n'a pas de espérance à long terme. Eh bien, il n'y aura pas de réussite. Effectivement, si la démarche de la personne c'était « j'évalue avant de me lancer, je pèse le pour et le contre avant de me lancer », à ce moment-là, effectivement, assieds-toi, fais une réunion, évalue le pour et le contre et vois ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Donc la personne, elle est très, très, très positive. La personne, elle est très dynamique. La personne, elle est très motivée. La personne, elle est très passionnée, mais elle est raisonnable. Elle va s'asseoir avec son mashpia, elle va s'asseoir avec son rave, et elle va réfléchir. Oui, non, on fait pas, on se lance pas. Quels sont les projets, etc., etc. Covid. On ferme les choules. On ferme, alors à part les mikvahs, on parle des enfants. On ferme les choules. Les enfants, interdiction d'accès. Les enfants ont été les premiers interdits à la choule. Les premiers Talmud de Torah fermés. C'était un drame. Un pur drame. On leur disait, vous fermez, on n'a pas de futur. Où seront les enfants après? Et combien on a du mal maintenant à les faire venir à la choule? Parce que pendant 3 ans, ils ont été déshabitués. Pendant 3 ans, ils ne sont pas venus. C'est un gros risque.
Alors vous allez dire le danger, oh, c'est dangereux, etc. Alors, est-ce qu'on réfléchit ou est-ce qu'on ne réfléchit pas? Est-ce qu'on fonce ou est-ce qu'on ne fonce pas? À quel niveau le Messirut Nefesh? À quel moment? Exactement. Alors, encore une fois, si on est au niveau de réfléchir, ça veut dire qu'on est au niveau numéro 1 du roc. Le rabbi précédent n'a pas réfléchi. Il avait tellement Messirut Nefesh dans son âme. Il savait qu'il avait une mission. Il savait qu'il fallait qu'il l'accomplisse. Il n'a pas réfléchi. Il était au niveau de Messirut Nefesh le plus élevé. Et donc, Aval Kevan chez Messirut Nefesh, de Shamori Bechami Admour Aya Beofen Shel Chukat. Étant donné que le Messirut Nefesh du rabbi précédent, c'était un Messirut Nefesh de Chukat, pas Chukat à Torah. Aré Bezé et Nenogea Cheshbon. Chez lui, Bichlal, il n'y avait même pas le calcul. C'est pas qu'il réfléchissait. Il y avait Bichlal pas à réfléchir. Pour lui, c'était une évidence. Imniak Liyar, Shema Chaz Shalom Lo, Imniak Tel Bichlal, au Shema Chaz Shalom Lo. Est-ce qu'il réfléchissait s'il va réussir, il ne va pas réussir, s'il va avoir sa vie en danger, s'il ne va pas avoir sa vie en danger? Cheshbon Zé, Masur la Kadosh Baruch Hu. Pour lui, c'était pas une question. Il y a une mission, je fais ma mission. Le reste, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors, effectivement, ça dépend du niveau où on est dans notre nature. Il y a des situations où tu réalises même pas, mais tu réfléchis pas. Tu as en toi, dans ta nature, un niveau de chouka et un niveau de chouka Torah. Il y a des choses pour toi, c'est juste évident. D'accord? Je ne sais pas, tu es dans une situation où tu n'as rien à manger. Bichlal, ça ne va même pas te venir à l'esprit d'aller manger quelque chose pas cachère. C'est même pas une question. Il y a ton ami qui arrive et qui dit « Pourquoi ça t'a pris? C'était un cas de force majeure. » Toi, tu la regardes avec les yeux écarquillés, tu lui dis « Non, c'est même pas une option. » Et pour l'autre, c'était une option. Elle va appeler le Rav, elle va lui dire « Est-ce que je peux? Je suis dans un cas de force majeure. Je me sens mal. J'ai les vertiges. » Et pour certaines personnes, c'est Bichlal pas une question. Donc, ça dépend du niveau où nous on est. C'est pour ça que je dis que le rabbi précédent, ça faisait partie de sa vie. Il savait quelle était sa mission et il savait qu'il devait la mener à bien. Et pour lui, il réfléchissait même pas. C'était exactement comme l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria. Lorsque Nebuchadnezzar, il a voulu les jeter à fournaise. Ils n'ont pas réfléchi, peut-être Dieu va me sauver, peut-être Dieu va pas me sauver. C'est pas une question. Ils vont pas se prosterner devant cette idole. Point. Ce qui va arriver après, Zélo Abaya chez la nuit. C'est pas notre affaire. C'est entre les mains de Dieu. Si Dieu il a décidé qu'on reste vivant, on restera vivant. Si Dieu il a décidé qu'on restera pas vivant, on restera pas vivant. Mais nous, on se prosternera pas devant cette idole. Alors, oui, mais pour arriver à ce niveau-là, je pense que c'est une certaine sensibilité pour Torah et Mitzvot. Et quand on a cette sensibilité pour Torah et Mitzvot, naturellement, le Messirut Nefesh, il accompagne. Vous comprenez? Ça veut dire, je sais pas, me dit, découvre-toi la tête, tu rentres au bloc. Charlotte. On demande une Charlotte. Charlotte double, Charlotte triste. Tu te dis, non, je peux pas rentrer au bloc avec ma tête découverte. Pas possible. Comprends? Donc, il y a des choses, quand on est sensibilisé à quelque chose, ça vient naturellement. Et il y a des choses où on se dit, j'aimerais me sensibiliser à ces choses-là. Alors, doucement, je me travaille pour me sensibiliser à ces choses-là pour que ça devienne ma nature. C'est la avoda du juif. Mais quand déjà on sait ce qui est en haut de l'échelle, on aspire à y arriver. Et ça, c'est la force de la avodat Hashem de chaque juif, c'est de savoir ce qui est en haut de l'échelle et de me dire, j'aspire un jour à vouloir le faire contre vent et marée de Messirut Nefesh. Alors, dans certains domaines, Chouka, c'est naturel. Dans certains domaines, on passe par Chouka Torah avant d'arriver à Chouka. D'accord? Alors maintenant, le rabbi, il va détailler l'histoire du rabbi précédent qu'on connaît. D'accord? Donc, c'est une sira très facile parce qu'il y a beaucoup de points qu'on connaît là-dedans. Et le rabbi va détailler le Messirut Nefesh du rabbi précédent dans les 3 tkoufot de sa vie, les 10 premières années en Russie, les 10 années suivantes en Pologne, les 10 années suivantes en Amérique. Alors,
D'Argazo chez Messirut Nefesh, Beaufen de Choukat, Nireta et Sel, Chvat, Dushat, Mori, Bechami, Admo, Bemecher, Kol, Shnot, Nesiuto, Baal Madin, Lamet, Shnot, Nesiut, les 30 années où le rabbi précédent, il était rabbi, eh bien, on retrouve cette notion de Choukat. Alors, on y va. בעשר שנים הראשונות עסק בעבודת הפצת תורה והיהדות במצב של סכנת נפשות ופועל ממש. Les 10 premières années, c'était un réel danger. Bitkufa Shnia, les 10 années suivantes, eh bien, la difficulté, elle était dans quel domaine? Elle était dans le fait que, eh bien, il était avec beaucoup de juifs pratiquants, mais qui critiquaient sa façon de faire. Parce qu'il n'était pas que avec les chassidim qui respectaient sa façon de faire. Il était aussi avec d'autres tendances qui critiquaient sa façon de faire. Et ça lui a mis un petit peu les bâtons dans les roues. Tel qu'on retrouve le verset concernant Yosef Hatzadi qui dit « Vayekanu bo echav » que ses frères étaient jaloux de lui. Ici aussi, Rabbi Yosef Yitzhak, comme Yosef Hatzadi, il a été critiqué par ses frères. Ubeyodo asher ve'aviv shamar et kadavar. Son père, il savait tout ça, parlant de Yaakov, et il lui a donné les forces pour pouvoir surmonter cette difficulté. Que même là-bas, en Pologne, eh bien Dieu lui a donné cette mission de développer la Torah et Chassidut. Et Asa Shama Bodato Metor Mesirat Nefesh. Et il a fait ce travail avec Mesirut Nefesh. Et à Tkufa Shlishit, la 3e période, de Chatzi Kadora Tarton, lorsqu'on était de l'autre côté du globe aux États-Unis, Makom Shebo Sharara Mesher Shanim Rabot Hanacha Asher Amerika Shonahi, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis et il a voulu faire bouger les choses. On lui a dit, on est en Amérique, c'est différent, on peut pas, c'est pas pareil, etc. On peut pas faire exactement comme on avait l'habitude. Et il fallait développer Chassidut à contre-courant. On arrive avec nos projets qui semblent être arriérés, qui semblent être démodés, qui semblent être un petit peu de l'ancien temps, et puis on doit aller à contre-courant. Et ça, c'était pas évident, et c'était un combat pour le rabbi précédent. Kamo, Bechol Gimel Atkufot Nidresha Avoda Shem Mesirut Nefesh B'Ti Mugbelet. Et là, chez Bechol Tkufa Ayazé Beofen Bifnei Atzmo. Et dans chacune de ces 3 périodes, le rabbi précédent, eh bien, il a eu besoin de servir Dieu avec Mesirut Nefesh et à chaque fois tourner différemment. Et nous domekla la Mesirut Nefesh bebet atkufat acharonot, le Mesirut Nefesh betkufa achat. Il est évident que en Pologne et en Amérique, le Mesirut Nefesh n'avait pas la même tournure qu'en Russie, parce qu'en Russie, c'était un danger de vie ou de mort. D'accord? Parce qu'il y avait vraiment sakanat nefashot en Russie. Veyeteramizo be'avodat arbatat haTorah az he'emid besakana lora ketrayavu et la gam shalach acherim l'ishtichuyot shayu kruchot besakanat nefashot. Et comme vous le savez, que le rabbi précédent, il a délégué en Russie. Et quand il a délégué en Russie, il a exigé ce Mesirut Nefesh de ses chassidim. Et dans la Sikha, le rabbi, il explique à combien c'était difficile. Alors, je ne sais pas comment on lit ce mot, mais j'ai pas encore eu la réponse, donc je vais le poster tout à l'heure. Mais le contexte veut dire que Are Mesirut Nefesh Kazo lehamid Yehudi acher besakana kashe ve'amuka arbe yoter me'amadat atzmo besakanat nefashot. Pour lui, sacrifier sa vie en mettant la vie d'un autre chassid en danger, c'était plus difficile que de le faire soi-même. D'appeler chassid Yaakov et de lui dire « Va t'occuper des petits-enfants », au risque d'être pris par un policier, au risque d'être torturé, au risque d'être tué. Prendre ces 10 chassidim qu'il a fait jurer qu'ils allaient donner leur vie pour Arbatat HaTorah. Et entendre qu'un d'entre eux a été pris à 4 ans d'exil. Entendre qu'un d'entre eux a été tué. Et pas seulement ce que ça lui a fait, mais après, trouver un remplaçant pour cette personne qui a été pris par la police. Et mettre ce remplaçant en danger à nouveau pour s'occuper des enfants. Pour le rabbi précédent,
c'était plus douloureux que de se mettre en Messirut Nefesh lui-même. Ira sheshluchim elu nitgalu, al yedei hamemshala venidonu le galou, tout le yisurim. Il y a eu des fois où ces émissaires qu'il avait placés ont été pris par le Memshala, ils ont été envoyés en exil, ils ont été torturés. ואף על פי כן למחרת היה צריך לעמוד שוב בתנועה של מסירות נפש ולבחור אדם מול שלחו למלא את מקום השליח שהוגלה. Et le lendemain, il a fallu qu'il trouve un autre chassid pour prendre la place de celui qui avait été pris en exil. C'est énorme. Omnam, Leïdar, ça c'est la première dizaine. La deuxième dizaine, Ayakoshi Acher, la difficulté elle était différente. Quelque part, même plus difficile que la première. Lorsqu'il est confronté aux critiques des gens, lorsqu'il est confronté au questionnement des gens. Madouakar, ou mipnema lo acheret, pourquoi est-ce que le rabbi précédent il fait ça, il fait pas autre chose? Il a continué. C'est très difficile. Pour lui, quelque part, c'était encore plus compliqué que le Messirut Nefesh physique, matériel des 10 ans en Russie. Et la troisième, c'était pas si évident, mais c'est très différent. La copine qui lui dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Oh, mais je m'en fiche, je fais ce que je veux. Mais on rentre à la maison et on répète ce que la copine, elle a dit. Ça veut dire que quoi? Qu'on s'en fiche pas tellement. Que ça nous touche, que ça nous affecte, que ça nous remet en question. Et finalement, on sait très bien que c'est pas évident d'aller en contre-courant. Les gens qui critiquent, les gens qui parlent, les gens qui nous disent, mais on est en 2023 et on est à Paris. Est-ce que tu es sûr que tu devrais pas moduler un petit peu, tu devrais pas changer un petit peu, tu devrais pas t'adapter un petit peu? Et donc, il s'est pas suffi de faire sa propre petite structure. Et là, mais il s'est assuré de changer toute l'Amérique, de changer le monde entier, d'aller à contre-courant et d'encourager les gens à aller à contre-courant. C'est énorme. Et ça, c'était le Messirut Nefesh des 10 dernières années qui a suivi jusqu'aujourd'hui. Alors, à puis, c'est bien, Yel cherche les Adam Echad, qui vient de Messirat Nefesh, le Meda Shava, Bechol Ofane Avoda, Shonim Betachrit Zenizé. C'est qu'un Messirut Nefesh, Bavoda, chez Eleha, Yeshlo Netia, Bechiva, Bevadai, Tigdal Yoter, Meachar, Beofen Avoda Achar. On a tous des moments où on va se donner. On a tous des moments où on va se dépasser. Vous savez que vous connaissez. Et vous êtes capable de dire, pour cette mitzvah, je me défonce plus que pour une autre. Pour cette mitzvah, je me dépasse plus que pour une autre. Pourquoi? Parce que dans notre nature, on a une attirance par certaines mitzvahs plus que pour une autre mitzvah. Par contre, le rabbi précédent, c'était exactement le même Messirut Nefesh pour les 10 ans en Russie, pour les 10 ans en Pologne, pour les 10 ans en Amérique, alors que ça demandait un investissement différent pour les 10 ans respectifs. Mais il était tellement passionné par le but final que peu importe la difficulté qu'il allait rencontrer, il allait se dépasser pour faire ce qu'il y avait à faire. Et ça, c'était le rabbi précédent. Parce que c'était son essence. Donc, comme je disais au début du cours, dans certains domaines, on est des fonceurs. Dans certains domaines, on réfléchit. Chez le rabbi précédent, il n'y avait pas dans certains domaines. Chez le rabbi précédent, c'était dans tout pareil. Dans tout, c'était un dévouement total. Bien. Alors maintenant, le rabbi va relier ça. Donc ça, il a relié avec Roukat. Maintenant, il va relier avec Balak. Et après, on va faire Roukat Balak. D'accord? Alors, me voir Bedivrei Chazal, chez Balak, Sana et Israël. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire de Balak? Balak, il a eu une haine pour le peuple juif. Yoter Mikol Sonim, plus que tous nos ennemis.
Velachen zimem lehara le Israël. Et c'est pour ça qu'il a tout fait pour nous faire du mal. Av shebeni Israël lo urshu la rechet et arso venitzavu et atzer et Moab et isgarva milchama. On n'avait pas le droit, nous, de faire une guerre avec Moab. Donc, il n'avait pas vraiment de quoi s'inquiéter. Mais finalement, la haine le rongeait. Lo haya biyecholto laset et mesiutam shel Israël. Il ne pouvait pas supporter que le peuple juif existe. Veyeter amizo, afilu achar shera'a sheino yachol lehitzatzev be'atzmo neged bnei Israël. Il a essayé de combattre le peuple juif quand il a vu qu'il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déboursé les fonds. Tellement il détestait le peuple juif dans l'âme que même quand lui, il n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti payer quelqu'un, une fortune, et tout faire pour que Bilam vienne. Il savait que Bilam avait de faibles chances de réussir parce que Bilam a dit, tu sais, je suis un peu limité. Il a dit, il faut qu'on attaque ce peuple. Je les déteste, il faut qu'on les attaque. Eh bien, cette même situation, on la retrouve chez le rabbi précédent. Avec qui? Eh bien, avec tous ses ennemis, tous ceux qui l'ont détesté, tous ceux qui ont voulu qu'il n'existe plus. Et donc, בדוגמה זה אירע גם בעת מאסר וגאולת חק מורי וחמי אדמו. העבודה דהרבצת התורה הייתה, כדבריו במכתבו הידוע לד' תמוז, מותרת היא על פי חוק המדינה. Il avait beaucoup de choses qui n'étaient pas entièrement contre la loi du pays. והמאסר והגלות נגרמו מצד הלשנתם של אלו שביקשו לנקום בשומרי דת משה וישראל נגד חוקי המדינה. Mais étant donné que légalement ce que faisait le rabbi précédent, ce n'était pas entièrement interdit, donc il a fallu qu'il y ait des gens qui détestaient tellement le rabbi précédent qu'ils ont réussi à formuler le complot de façon à ce que ça sorte comme quelque chose d'interdit. Kelomar, étant donné qu'ils détestaient tellement le juif et celui qui craint Dieu, הטריחו עצמם ביגיעה גדולה, אפילו נגד חוקי המדינה, ובלבד שיוכלו להפריע ולעכב את עבודתו של חוק קדושת מורי וחמי אדמו"ר. Vous savez, si c'était réellement contre, ça aurait été facile pour eux. Mais étant donné que ce n'était pas réellement contre, il a fallu qu'ils grossissent, qu'ils exagèrent, qu'ils modifient les plaintes contre le rabbi précédent pour que ça passe. Tellement ils ont détesté le rabbi précédent. Ou que Shem Shesofo Shel Maaseh Balak ou Bilam Haya, Shelo Zo Bidvat Shemevoksho Shel Balak et Arali et Haamazeh Lo Ala Beyado. Et de la même façon que pour Balak et Bilam, eh ben, leur plan n'a pas marché. Et que les malédictions, elles se sont transformées en quoi? En bénédictions. Eh bien, exactement la même chose. Al Derach Ze Haya et Tel Baal HaGeula VeHaSimcha, Sheotam Anashim She'isruhu, ces personnes-là qui ont tout fait pour qu'il soit mis en prison, à un certain moment, ils étaient obligés de l'aider. Alors, on a eu l'histoire où il a eu besoin de l'aide pour pouvoir faire sortir ses ktavim, ses écrits et ses livres de Russie. Eh bien, c'est Moscou qui a fini par donner les autorisations en disant « Juste donnez-lui ce qu'il a envie, rien qu'il parte d'ici ». Donc, quelque part, ces personnes qui ont tout fait pour qu'il soit emprisonné, à la fin, ce sont ceux qui ont eu besoin de valider et de l'aider pour qu'il sorte de prison par un Shabbat et pour qu'il sorte avec ce qu'il voulait de Russie. Alors, on a fait dans un premier temps, la grande première partie de la Sikha, le lien avec Rukat. Dans un deuxième temps, le lien avec Balak. Et maintenant, rappelez-vous que la paracha de cette semaine, c'est Rukat Balak ensemble. Donc, le message de Rukat Balak ensemble, c'est pas Rukat plus Balak, c'est Rukat Balak, c'est quelque chose à part entière. Il y a un message dans Rukat Balak, et ce message dans Rukat Balak, on va le retrouver dans Yudbet et Yudgimel Tammuz. Et on va essayer de terminer parce que je dois descendre donner le cours. Il dit, Vehid nakdut chez Balak her'a l'ibnei Israël, eshar l'imso, ezet ha'am vesiba.
Lorsque Balak, il a voulu nuire au peuple juif, quelque part, on a pu trouver une raison. Tel que dit le verset au début de la paracha de Balak, Ata yelachachu akahal et kol sivotenu kilchor hashor et yarak hasade. Au début de la paracha de Balak, la frayeur du roi de Moab, c'était quoi? C'était que cette communauté, ce peuple est en train de fourrager tous les alentours de notre pays, comme fourrage le bœuf, le champ, comment on dit, Yarak Hasadeh, la verdure du champ. Arekol anche Moab yarou meod mipnei Israël, vayagor Moab mipnei ha'am. Finalement, on était là, on n'était peut-être pas rentré dans le pays de Moab, on piétinait autour, on leur faisait peur, ils avaient peur, et donc ils ont voulu nous nuire. Donc quelque part, il y avait un peu une logique derrière. C'est pas comme si on était à des milliers de kilomètres de Moab, non, on était autour du pays de Moab et on leur faisait peur et donc ils veulent se battre en retour. Mais il y a parfois des ennemis du peuple juif qui ont une certaine itnakdout, opposition au peuple juif, qu'on n'appellerait pas l'opposition Balak, mais qu'on appellerait l'opposition Choukat Balak. Et c'est quoi l'opposition Choukat Balak? C'est quand l'opposition, elle dépasse la logique, elle dépasse la raison. J'ai pas fait de bruit, j'ai éteint les machines à laver à 7 heures du soir, il n'y a pas de musique, le voisin il arrive, il m'arrache la mezouza. Il n'y a pas de logique, je t'ai rien fait. Je le dérange rien que le fait d'exister. Ça c'est Choukat Balak. C'est une opposition, c'est une haine qui n'a pas de logique derrière. Donc Balak tout seul, c'est une opposition qui peut avoir une logique derrière. On a fait du bruit, on a dérangé, les enfants, ils ont peut-être arraché des fleurs. Ok, il y a une logique derrière. Mais Choukat Balak, c'est une opposition sans logique derrière. Sina vehitnakdut le lo sechel beta'am. Yeter alken. Lo dobiva qu'entam besechel lesinazo. Elazehu af hefer hasechel lehishtadel lehara leIsraël. Sheken barour she'adavar lo yisla. Et alors, ce peuple Moab, il a tellement la haine qu'il va faire quelque chose qui est contre la logique. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une démarche qui ne va pas marcher. Et il sait que ça ne va pas marcher, mais il a tellement la haine qu'il va quand même se lancer dans cette démarche. Et il va aller payer Bilam, alors que Bilam lui dit, il y a très peu de chances qu'il y ait une malédiction qui sorte de ma bouche, et il va quand même se lancer dedans. Vous imaginez? Ça veut dire que la haine, elle est illogique, et le processus pour assouvir cette haine, elle est illogique. Et il se lance dedans. Et ça, c'est le message de Choukat Balak. On commence maintenant pour Balak ou Bilam. C'est Bilam Yada, c'est le Yuchalifol Meuma, c'est Ken Bioto Navi, ou Beshamro Mipia Kadosh Baruchu, lo Taor et Ta'am qui Baruchu, Aya Barur Lo, chez le Yuchal le Kayem, Arali et Ta'amazé, ou que fiche Amar le Balak, lo Yuchal Lavar et Tiachem, Adabar Achayasim Elokim Besi, Oto Adaber. Balak, il a entendu de Bilam. Bilam lui a dit, je suis conditionné, je suis limité. Si Hachem ne veut pas que je maudisse, je ne maudirai pas. Et malgré cela, Choukat Balak, il a fait une démarche au-delà de la logique. La Vapiken, Mitzat Sinato Atzmit le Israël, Lo Yachol Aya Lehitapek, il avait une telle haine qu'il n'a pas pu se retenir. Et il a fait toutes les démarches pour essayer d'obtenir un 1% de chance de malédiction. Ok. Alors maintenant, quel est le lien avec le rabbi précédent? Exact. Le lien avec le rabbi précédent, c'est l'inverse.
c'est contrebalancer le Choukat Balak de Klipa. Contrebalancer cette attitude négative, le faire la même chose, mais dans le positif. Et donc, à derrière ce yeshno bavodat kol echad ve'echad kfi shemeva'er chvat pushat mori v'chami admo b'ma'amar ha'ilula sheyesh nashtut deklipa shehi lemata min hada'at. Il y a la stupidité de la klipa qui est sous logique, ou kogon hitnahagut rabot shenohagim bahen bnei adam lefi sheken hu hanagat ha'olam vehen כמו חוק שבלתי מזיזים אותו, כמו הדרך משל זמני האכילה, זמני השינה. הנה זמנים האלו, על פי הרוב בלתי נזזים ובלתי נידחים כלל ועיקר. Le rabbi il dit que dans la vie de chaque juif, on a des moments de Choukat Balak qui sont genre illogiques. Par exemple, tu dois respecter 8 heures de sommeil par nuit, ou par exemple, tu dois manger 3 fois par jour, matin, midi, soir. Et par exemple, tu es obligé de te doucher 1 fois par jour. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont été établies dans le monde et les gens en général, ils les respectent. Hein. Tu as dormi? Ah oui, je dors. Tu as mangé? Ah oui, je mange 3 fois par jour, collation. Ah non, je me fais pas crever de faim. Donc, il y a tout un rythme que le monde a établi dans le monde, que tout le monde respecte sans réfléchir. T'as faim, t'as pas faim? Ah oui, non, il faut manger, c'est l'heure du repas, on mange. À quelle heure on mange? Bah, quelle question? On mange à midi. Ah, ça t'arrive jamais de manger à 2 heures? Ah non, 2 heures, mais c'est pas l'heure du déjeuner. Donc, il y a des choses comme ça qu'on appelle toute cette klipa. C'est le côté un petit peu illogique de la klipa. Par contre, quand je dis alors, et dans ton rythme de Torah et Mitzvot, alors il y a les tfilim, il y a la tfila, shacharit mincha arvit, shacharit mincha arvit. Tu as respecté les horaires? Oui, il est quelle heure? 9h moins quart? Oh là là, j'ai pas encore fait shacharit. Je peux? Et d'un coup, on se retrouve à faire des choses de Kedusha, bizarrement pas aux horaires prévus. Shacharit le matin, mincha l'après-midi, arvit le soir, ritat le jour même et pas 3 jours plus tard, en rattrapant ce qu'on n'a pas fait l'avant-veille et l'avant-avant-veille. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'on est rapidement rattrapé par le shoot de Klipa et bizarrement, ça envahit notre rythme de Kedusha en disant Rita, tu n'as pas pu faire aujourd'hui, je le ferai demain, je suis très fatiguée, je vais dormir. Mais tu as sauté ton repas de midi? Ah non, ça je ne peux pas sauter. Donc je mange. Donc finalement, le rabbi nous remet dans le Choukat Balak. D'accord? Et il nous dit que qu'on arrive difficilement à déplacer des choses du matériel, mais beaucoup plus facilement à déplacer des choses du spirituel. Mais comment est-ce qu'on fait pour guérir? Comment est-ce qu'on fait pour arranger cette problématique d'être envahi par le monde en général? Eh bien, c'est en ayant une attitude de Messirut Nefesh. C'est en ayant une attitude de Choukat Balak dans la Kedusha. Et donc, Kiyadoua. Alors après, le rabbi dit, Be'ofen ze de Choukat Balak Aitagam Itnakdut, le Baal Ageila. Ça, c'était dans notre Avodat Hashem, mais c'est la même chose pour le rabbi précédent, où on voit que dans l'opposition, il n'y avait pas de logique. Ça veut dire que les personnes qui se sont opposées au rabbi précédent, c'était sans logique. Ils savaient très bien que le rabbi précédent, c'était un rabbi. Le rabbi cite les noms des opposants qui étaient des juifs. Ils savaient très bien que c'était un rabbi. Ils savaient très bien que le rabbi, il avait cette force de pouvoir déclencher des miracles. Et malgré ça, comme Balak et comme Bilam, ils se sont lancés par haine pour le rabbi et par haine pour tous ses projets. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que ce soit, comme on dit, contrebalancé? Eh bien, c'était grâce au Choukat Balak du rabbi précédent. C'était grâce à ce Messirut Nefesh, au-delà de la logique du rabbi précédent, qui a pu écraser le Choukat Balak de ses opposants et qui a pu les transformer en aide dans ses projets de sortir de Russie
et de continuer à propager la Torah et les mitzvot. Voilà. Donc, c'est une sira qui est, on va dire, un peu longue, mais qui est très, très belle avec beaucoup, beaucoup de messages.